Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Nous sommes en plein cœur de Berlin. Face à nous, un grand mur en béton, vieilli par le temps, se dresse sur près d'1 kilomètre. Cette imposante palissade, autrefois crainte des Berlinois, attire aujourd'hui un monde considérable. Sur toute sa longueur, des fresques colorées transforment l'ancien mur de Berlin en une galerie à ciel ouvert que les touristes se pressent de venir admirer. D'un côté, sous un ciel rouge sang, un homme audacieux franchit les 3,50 m de béton qui déchirent Berlin en 2 camps distincts. Le sauteur de mur, fresque peinte par Gabriel Heimler en 1989, symbolise alors l'espoir de la réunification qui anime les masses, alors que le Berlinois outrepasse courageusement le seuil de la séparation. Plus loin, des centaines d'empreintes de mains colorées, réalisées à la peinture, recouvrent le côté est du mur sur plusieurs dizaines de mètres. C'est l'artiste Christine Kuhn qui est à l'origine de cette œuvre forte de sens. Touch the Wall exprime en effet l'avènement d'un renouveau éclatant où le mur ne symbolise plus ni la mort ni la division. C'est en pleine nuit, entre le 12 et le 13 août 1961, que tout commence vraiment. Près de 15 000 soldats s'amassent au poste frontière des Alliés pour bloquer tout passage vers Berlin-Ouest. Au petit matin, alors que les habitants se réveillent dans l'ignorance totale de ce qui vient d'arriver, une frontière de barbelés et de barrières est érigée en travers de la ville, du nord au sud. Et puis, progressivement, un mur de béton est construit pour remplacer les barbelés, plongeant certaines familles berlinoises dans un véritable cauchemar. Du jour au lendemain, ces familles ont été fatalement déchirées au sein de 2 secteurs d'occupation adverses. Elles n'ont même pas eu, pour certaines, le temps de se dire au revoir. Le 16 août, 3 jours plus tard, le maire de Berlin, Willy Brandt, réunit 300 000 personnes devant le mur en signe de protestation, mais rien n'y fait. Les 63 000 Berlinois de l'Est, qui travaillaient jusque-là dans Berlin-Ouest, perdent tout simplement leur travail, et les 10 000 travailleurs de l'Ouest, qui se rendaient tous les jours à l'Est, subissent eux aussi le même sort. Le 24 août, la première tentative d'évasion échoue, dans le sang, lorsqu'un civil est abattu par la police de la route tandis qu'il tentait de passer la frontière. Cet épisode est le préambule d'une série d'exécutions perpétrées sur l'ensemble des Berlinois de l'Est, traversant, ou en tout cas tentant de traverser illégalement, le mur au cours des années qui vont suivre. Il faut attendre le 17 septembre 1963 pour qu'un premier accord de droit de visite voie le jour entre les 2 zones. En fin d'année, 1,2 million de Berlinois de l'Ouest sont autorisés à passer les fêtes à l'Est chez leurs proches, c'est vous dire. Cet accord se renouvellera les 3 années qui suivent, en 64, 65 et 66. En 71, c'est encore une nouvelle étape qui est franchie. L'étanchéité du mur de Berlin faiblit alors que de nouveaux points de passage entre les 2 secteurs d'occupation sont construits. La RDA décide même de simplifier l'obtention d'autorisation de passage pour les retraités et les touristes d'Allemagne de l'Ouest, souhaitant là encore visiter les régions frontalières. Les accords entre la RDA et la RFA, donc l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, pour les plus jeunes d'entre nous, se multiplient. Les émulsions violentes s'apaisent progressivement et les échanges entre les 2 camps deviennent de plus en plus simples. Finalement, bien que les causes de la chute du mur de Berlin soient multiples, c'est le 9 novembre 1989 que le coup de grâce est donné. Lors d'une conférence de presse retransmise en direct à la télévision dans Berlin-Est, le porte-parole du Parti socialiste unifié d'Allemagne, le SED, déclare prématurément que, je cite, « les voyages privés vers l'étranger peuvent être désormais autorisés sans présentation de justificatif, si tant est que le voyage est entrepris pour aller voir de la famille. » Il annonce ensuite dans la foulée que cette disposition est effective de manière immédiate. Imaginez qu'il n'en fallait pas plus aux habitants de Berlin-Est. Immédiatement, a-t-il dit. C'est donc immédiatement que plusieurs milliers de Berlinois se précipitent au poste frontière parsemé le long du mur. Cédant à la pression, le point de passage de Bornholmer Strasse est ouvert aux alentours de 23 h, suivi de près par d'autres postes frontières dans les heures qui suivent. C'est comme ça que cette nuit-là, entre le 9 et le 10 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, mettant un terme à la division de la capitale allemande et de ses habitants.
Ainsi, l'histoire du mur de Berlin, c'est l'histoire d'une séparation douloureuse et d'une réunification salvatrice. Pourtant, si ce récit nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un choix. La division de Berlin et de toute l'Allemagne, au passage d'ailleurs, n'est pas le choix des principaux intéressés. Pendant 45 ans, la souveraineté de l'État allemand n'est plus ce qu'elle a été. Sous le joug des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, le peuple germanique a dû subir les décisions de ses occupants, qui s'affrontaient d'ailleurs au sein d'une guerre idéologique sans précédent. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de l'Allemagne occupée. Tout commence au début de l'année 1945. La guerre suit encore son cours, c'est vrai, mais déjà, un vent de victoire souffle à l'ouest. Les Alliés sont sur le point de triompher, ils le savent, et donc ils commencent immédiatement à anticiper l'étape d'après. Le 4 février, Winston Churchill, Joseph Staline et Franklin Delano Roosevelt, représentants des 3 futurs grands gagnants de la guerre, se réunissent à Yalta pour organiser le terrassement du nazisme au sortir du conflit. D'abord, les 3 grands s'entendent sur la division et l'occupation de l'Allemagne pour assurer le retour à la démocratie. L'URSS récupère la moitié est du territoire, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis, eux, se partagent le côté ouest, en y réservant d'ailleurs une petite zone pour les Français. La capitale allemande, située en plein cœur du secteur soviétique, est divisée, elle, selon le même schéma. Le problème, c'est que Churchill se méfie de la montée en puissance des soviétiques. À cette époque, l'armée rouge a en effet déjà atteint l'Europe centrale et se rapproche de jour en jour des sphères d'influence anglo-américaines. Les troupes anglaises et américaines, elles, sont de leur côté toujours bloquées sur le territoire français. Et alors que les soviétiques renforcent leur emprise sur l'Europe au fur et à mesure qu'ils en libèrent les territoires occupés, les 3 chefs d'État signent une déclaration sur la politique à suivre dans les régions libérées, je cite tel que, prévoyant l'organisation d'élections libres et la mise en place de gouvernements démocratiques dans les territoires en question. Et voilà Churchill rassuré pour le coup. Et si vous vous demandez ce que tout ça a à voir avec notre émission, faut pas oublier de considérer que le 11 février 1945, quand Staline, Churchill et Roosevelt quittent enfin Yalta, vous avez un vent d'espoir quand même qui souffle sur l'Europe. Ça fait 6 ans que la Seconde Guerre mondiale déchire les peuples de l'intérieur, divisant les hommes entre résistants et collaborateurs, juifs, aryens ou simplement entre peuples dits supérieurs et peuples dits inférieurs. La collaboration des 3 nations victorieuses de la guerre au sein de la conférence de Yalta apparaît du coup comme la fondation d'une entente providentielle qui apaiserait l'Europe et réunifierait ses peuples. Le 25 avril, le projet même de l'Organisation des Nations Unies, commencé par les États-Unis, voit le jour. Et selon la logique en marche, l'occupation de l'Allemagne elle-même, bien que divisée en 4 zones distinctes, devait être le point de départ, tout simplement, d'une reconstruction libre et démocratique de l'État germanique. Et pourtant, vous le savez aussi bien que moi, ça n'a pas été vraiment le cas. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, ça y est, c'est officiel, la guerre est finie et les Alliés sont vainqueurs. En Europe, évidemment, vous savez que face au Japon, il faudra attendre encore un peu le 2 septembre. Du 17 juillet au 2 août, la dernière grande conférence interalliée se tient donc à Potsdam, près de Berlin. Staline représente toujours l'URSS évidemment. Harry Truman remplace le défunt Franklin Roosevelt à la tête des États-Unis et Clement Attlee a succédé à Winston Churchill, vaincu aux élections récentes, élections législatives britanniques. L'heure devrait être à la fête. Entre la défaite du nazisme et les modalités de la reconstruction démocratique de l'Europe qui a été décidée à Yalta, vous allez me dire, les choses vont vite s'enchaîner pour le mieux. Pourtant, pendant la conférence de Potsdam, le ton n'est pas vraiment cordial. Une tension est palpable entre les 3 grands vainqueurs qui semblent se méfier plus que jamais les uns des autres. D'un côté, les soviétiques ont le vent en poupe. L'armée rouge occupe déjà l'entièreté de l'Europe centrale, l'Allemagne orientale et une partie de l'Autriche. C'est quand même un avantage majeur pour l'URSS, et ça n'échappe pas à Staline qui en profite pour imposer un gouvernement communiste dans les pays libérés par son armée. Impuissants, les États-Unis et le Royaume-Uni sont dans l'impossibilité de contester et ils perdent tout contrôle sur les élections organisées dans ces territoires. La guerre est donc à peine terminée que déjà les accords de Yalta s'effritent. Quid des élections libres sur lesquelles les Alliés s'étaient mis d'accord 6 mois plus tôt ?
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.